mettez quoi? Alors, gala, diva et topaz. Ok, ça marche. Les pamplemousses, ils sont bio? Pamplemousse sont bio, oui. Ouais. Ces carottes-là, j'oublie les autres. Oh, alors, merci. Je les croquerai avec envie. Intolérances diverses, allergies ou dernier régime à la mode, nos habitudes alimentaires connaissent de grands bouleversements, guidés parfois par des convictions éthiques ou écologiques. Supprimer les protéines animales ou faire une cure de jus de légumes ne fait de mal à personne, Oui, ça peut jouer 400 grammes. mais est-ce vraiment meilleur pour notre santé? Il y a du lac de... Oui, Devons-nous absolument payer des fortunes pour apprendre à manger sain? parfait. Prenons l'ennemi numéro 1 du moment, le gluten. Une protéine de blé que l'on trouve dans beaucoup d'aliments. Le pain, les pâtes, les céréales ou les biscuits. Sommes-nous vraiment intolérants au gluten? Devons-nous absolument l'éviter pour être en meilleure santé? J'ai vu tout à l'heure, je crois, des Irakiens qui font a priori souvent des choses avec plein de pâtes où c'était marqué sans gluten. Je me suis dit, mais ça veut dire qu'ils font plus leurs choses traditionnelles, enfin leurs aliments, leurs produits traditionnels. Donc je crois qu'il faut toujours faire attention parce qu'il y a un petit peu l'effet de mode, il y a l'effet réel parce qu'effectivement on a des enfants malades comme ces dames le disent, ou alors l'effet amaigrissant, ah je mange sans gluten donc je mange pas de pain, je mange pas de pâtes. Et c'est vrai qu'il faut faire la différence. Mais effectivement il y a partout du sans gluten aujourd'hui. C'est peut-être un peu le problème parce qu'on pense que c'est uniquement à la mode. Je peux goûter les cornes de gazelle? Je vais juste goûter un petit bout. Ah ouais, donc vous avez enrobé de... Ah ouais, c'est délicieux. Ouais. Geneviève Chapuis est avocate, c'est dire si la rigueur et la précision font partie de son quotidien. Pourtant, Geneviève se laisse volontiers séduire par le chant des sirènes. Les régimes, elle a tout essayé, juste comme ça, pour voir, pour se sentir mieux. J'ai essayé la machine à faire des jus. La machine à faire des jus, donc voilà. Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire parce que ça a été un essai de courte durée. Parce qu'en fait, je me suis fait un petit peu prendre à l'histoire. J'ai acheté un super truc qui faisait des jus sans les chauffer pour garder la vitamine, etc. Et puis le soir, à souper, mon mari et mon fils mangeaient, puis moi, je buvais mes jus. Mais en fait, pour moi, après, boire du jus de légumes verts, c'est pas très bon. C'est vrai qu'on lit partout, et là j'ai marché à fond dans l'effet de mode. On me disait, ah, il paraît que ça détoxifie, que ça peut être bien, etc. Ben, j'essaye pour essayer de me détoxifier, mais bon, en fait, ça m'a un petit peu... Ça n'a pas eu l'effet recherché, et puis... ouais, c'était un petit peu... C'était ennuyeux, enfin... Du coup, j'ai dit, allez, je rends la machine, j'arrête. Le tout jus ne fonctionne pas, alors Geneviève tente le sans gluten et ça marche. Elle retrouve sa légèreté, ses problèmes de digestion et de ballonnement disparaissent. La première chose que les gens me disent quand je leur dis « Ah, je ne mange pas de gluten », ils me regardent avec la pensée de dire « Ah, elle ne veut pas grossir, donc elle ne mange pas de pain, donc c'est pour raffiner, c'est pour être à la mode, etc. » Puis après, suivant le degré de connaissance que j'ai de la personne, je lui décris les effets du gluten. Elle se rend compte que c'est pas du tout de la mode, c'est qu'effectivement, ça va bien mieux quand je ne mange pas. Geneviève n'a aucun doute. Elle se sent clairement mieux sans gluten. Toute la famille confirme et la soutient dans son régime. Philippe de Saussure est gastro-entérologue. Des Genevièves, il en voit tous les jours. Sauf que la maladie cœliaque est une maladie rare. L'irritation de l'intestin provoquée par le gluten concerne 1% de la population suisse. Or, depuis quelque temps, son cabinet ne désemplit pas. C'est une vérité qu'on entend tous les jours. Donc, énormément de gens découvrent qu'ils ont un surplus de bien-être quand ils commencent à manger avec moins de produits à base de blé, de farine de blé, de pâtes et de pain. Donc ça, c'est ça qui est au départ du phénomène. Par contre, il ne faudrait pas s'imaginer pour autant que le gluten, c'est toxique, que le gluten, c'est le mal qui entre en nous.
Et puis entrer dans l'idée fausse que le gluten doit être le bouc émissaire de notre société. Et puis, en fait, tout d'un coup se mettre dans une mentalité où on traque le milligramme de gluten comme s'il était toxique. Ce n'est pas le cas. Et puis, tout d'un coup, commencer à chercher des coupables et des innocents, du bien, du mal, là où il y a plutôt une hygiène qui est beaucoup plus simple que ce qu'on croit et un plaisir alimentaire qu'on peut retrouver. Le gluten n'est donc pas toxique. Pourtant, partout dans les pharmacies, on trouve des tests pour dépister les intolérances. Geneviève accepte de jouer le jeu. Alors, un test d'intolérance au gluten. Oui. Mon Dieu, je risque rien. Des tests vendus très cher, entre 32 et 45 francs. Un bon filon pour l'industrie pharmaceutique qui joue la confusion entre intolérance et maladie. C'est le test Ikea, ce truc. Je prends du sang, en fait. Ouais. Et puis ensuite, on attend 10 minutes. Si dans la zone réactive, il y a un petit trait, c'est positif, sinon c'est négatif. Eh bien, au bout de 10 minutes, le résultat du test dit que je ne suis pas du tout intolérante au gluten. Donc, soit le test est nul, soit ça ne marche pas. Ce qui est possible, hein. Soit, je sais pas, ce qu'on aimerait dire peut-être, c'est « Ah, t'as tout imaginé ?» Mais je vous promets que quand je mange du gluten, je n'imagine rien, c'est très concret. Donc voilà, je sais pas, peut-être que ce test, il est avéré, donc voilà, c'est peut-être ça, ou je sais pas. Quelles questions on pose aux tests? Les tests qu'on trouve en pharmacie, c'est très bien qu'il y ait des tests en pharmacie parce qu'ils sont performants, pourquoi pas. Et ils répondent à une question qui est, cette personne a-t-elle, oui ou non, la maladie cœliaque? Ils répondent bien à la question. Oui, non, c'est clair. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai la sensibilité non cœliaque au gluten? Est-ce que je suis mieux semblé? Et ça, il n'y a pas de test qui répond, c'est les circonstances qui le montrent. Beaucoup de gens se sont fait l'idée fausse que c'était une maladie qu'ils avaient attrapée. Et c'est aux médecins de leur expliquer que non, que c'est autre chose qu'une maladie, que c'est bien mieux que ça, en fait, et que c'est plutôt une question de bien-être. L'intolérance au gluten n'est donc pas un mythe, mais attention, le gluten n'est ni toxique ni dangereux pour la majorité des gens. Tout est question de bien-être. Du bien-être qui rapporte gros. Les premiers à se faire du blé sur le sans blé, c'est la grande distribution. En 2012, Migros investit 3 millions de francs pour fabriquer du pain sans gluten. Dans cette ancienne usine à pâtes, chaque boulon est passé au crible pour éliminer toute trace de gluten, un travail de titan. 5 ans plus tard, c'est une affaire qui roule. La production passe de 100 à 500 tonnes. Le résultat de 4 ans de recherche pour fabriquer le plus simple aliment au monde, le pain. Un pain traditionnel, un pain conventionnel, il est fait avec 4 ingrédients. C'est de la farine, de l'eau, de la levure, du sel. Et puis un pain sans gluten, forcément, il utilise des farines qui n'ont pas de gluten, comme la farine de maïs ou la farine de riz. Alors c'est clair qu'il faut remplacer ce gluten, c'est l'effet qui tient tout en place. Hein. Et ça se remplace à travers un certain nombre d'ingrédients. C'est qu'il y a une vingtaine d'ingrédients dans un pain sans gluten. Et puis c'est par exemple de la pomme de terre, de la cellulose de pomme de terre, des fibres de pomme de terre. Il y a aussi la surface de la graine de lin, c'est-à-dire des fibres qui peuvent aussi faire cet effet à la fois de liant et de conservateur de l'humidité. Un produit compliqué qui coûte cher. Les prix du sans gluten sont parfois multipliés par 5. De quoi s'interroger sur l'ampleur d'un tel marché pour 1% de la population. Pour nous, du moment où il y avait une demande sur des produits sans gluten, il nous fallait pouvoir gérer de A à Z la production de ces produits-là pour assurer aux gens qui sont intolérants ou qui ne supportent pas le gluten de pouvoir être sûrs, de pouvoir avoir un produit qui est sûr, qui est labellisé, fiable, comme le reste des produits Migros. Gluten ou sans gluten, finalement peu importe. Au pire, il est inutile. Au mieux, on gagne en bien-être. Et les vrais malades ont enfin une gamme de produits variés.
Ici, le seul risque, c'est pour notre porte-monnaie. La grande distribution le sait bien, la crise de confiance alimentaire gagne du terrain. On est prêt à payer cher des produits labellisés et fiables. Selon une étude TNS-Sofres auprès de 14 pays dont la Suisse, plus de 60% de la population juge probable les risques de l'alimentation pour leur santé. L'obsession de manger sain a toujours existé et dans les sociétés traditionnelles, à l'époque, qui fonctionnaient selon une agriculture de subsistance, la préoccupation de la très grande majorité de la population était d'avoir quelque chose dans son assiette. C'était d'avoir à manger. Donc la qualité du pain importait, évidemment, mais avant la qualité du pain, il s'agissait d'avoir du pain dans son assiette. Et l'obsession de manger sain, je la vois plutôt comme un symptôme du temps présent. Depuis précisément qu'on peut produire de façon industrielle, en quantité non pas suffisante, mais excessive, avec tout au long de l'année la possibilité d'avoir des fruits, des légumes, des produits qui viennent du monde entier, et qui du coup nous confrontent à ce choix de la qualité. Donc je pense que le caractère obsessionnel qu'on peut trouver dans nos sociétés, je le vois plutôt comme un symptôme du temps présent. Peut-être qu'il caractérisait 2-3 personnes extrêmement aisées dans les temps passés, mais j'en doute. Vous dites un symptôme, hein, donc c'est une maladie. Alors on peut considérer que c'est une pathologie sociale, hein. Oui, ouais. Une pathologie sociale de plus en plus difficile à soigner, avec la succession des multiples scandales alimentaires. La vache folle dans les années 80, la grippe aviaire et aujourd'hui les OGM et les pesticides. Car si la mode du sans gluten n'a aucun effet négatif pour notre santé, c'est une autre musique avec le bio et le non bio. Au chapitre des pesticides, il règne là aussi comme une grande confusion dans l'esprit des consommateurs. Entre légumes bio ou conventionnels suisses, le choix reste délicat. Est-ce que vous pensez que c'est meilleur pour votre santé de manger bio ? En principe, il devrait y avoir moins de pesticides, moins de produits chimiques. Voilà. Donc oui, ça devrait être mieux quand même. Et donc à l'inverse, les produits, par exemple des produits suisses qui sont pas bio, vous vous dites c'est pas bon pour ma santé, c'est pas sain ? Les produits suisses qui sont pas bio, non, voilà, j'en mange aussi. Il y en a partout, les pesticides, n'importe quoi. Vous avez regardé l'émission À bon entendeur, mardi, pour les tomates. Mais vous en achetez quand même ? Je suis bien obligée si je fais des spaghettis bolognaises. J'essaye d'acheter bio, mais c'est vrai que souvent la provenance, c'est parfois plus éloigné que les produits locaux et qui sont pas bio. Voilà. Et donc du coup, vous achetez plutôt les locaux, pas bio. Même s'ils sont pas bio. Ouais, c'est vrai. Vous dites que vous n'achetez pas tout le temps bio, pourquoi ? Parce que quelquefois c'est trop cher et puis voilà, c'est pour ça. Sans ça, j'aurais choisi toujours les bio. Parce que vous pensez que bio, c'est meilleur pour votre santé ? Oui, je suis certaine. Vous êtes certaine ? Oui. Donc quand vous mangez pas bio, vous vous empoisonnez un petit peu ? Ça dépend, je mange toujours les fruits et les légumes de saison. Même s'ils sont pas bio ? Même s'ils sont pas bio, parce que j'aime bien les fruits et les légumes de saison. Mais si c'est pas bio, ça veut dire qu'il y a des pesticides ? Ah oui. Oui, mais quelquefois, c'est de la peine à croire aussi que c'est bio. Suspicion ou fatalisme, bienvenue dans le monde du consommateur perdu, où l'achat d'un simple légume devient un combat moral difficile à résoudre. Une fois encore, la grande distribution sort son joker. Il y a une confusion, certes, sur qu'est-ce que veut dire quel label, dont notamment le bio. Est-ce qu'il est bon pour la santé? Est-ce qu'il est bon pour la planète? Nous, on dit il est bon pour la planète. C'est pas notre travail de dire qu'il est bon pour la santé. C'est quand même mieux si on ne mange pas de pesticides, non? Pour la santé. Alors, le bio est un label extrêmement exigeant sur la question des pesticides et du mode de production. Les autres labels, si on prend IP Suisse, si on prend Terra Suisse, les labels de la région, la production suisse en général a des exigences sur les produits phytosanitaires qui sont extrêmement élevées. Donc, on ne peut pas dire qu'ils soient moins bons pour la santé que du bio.
Le conventionnel ne serait pas moins bon pour notre santé, alors que depuis des années, on nous alerte sur les dangers des pesticides. Le discours de la grande distribution entretient une certaine confusion dans un souci de diversité et d'offres, et donc dans un souci économique. Alors nous posons cette question simple. Les producteurs suisses non bio sont-ils en train de nous empoisonner ? À Saint-Pré, dans le canton de Vaud, Pierre-Olivier Pfirter cultive des fruits et des légumes depuis 3 générations. Il fait partie des producteurs conventionnels qui nourrissent encore 80% de la population suisse. Pierre-Olivier utilise des pesticides de synthèse. Pas toujours, pas tout le temps, mais il en utilise. Dans un contexte où les pesticides n'ont pas bonne presse, il lui a fallu un certain courage pour nous parler. Moi, je vulgarise beaucoup, je montre aux gens. J'explique ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait comme ça. Je leur montre, une bestiole, pourquoi ça on doit lutter la contre. Parce que vous ne voulez pas une limace dans votre assiette. Et tout le monde nous dit, oui mais c'est pas grave, on va nettoyer. C'est pas vrai. C'est pas vrai, vous avez, nous, je peux vous dire, si on livre quelque chose qui a un défaut, c'est retour. Donc on ne veut pas de défaut. On n'a pas le label bio, on a un autre label qui est le Suisse Garantie. Et le Suisse Garantie, quand même, il est que si on est contrôlé et qu'on a des dépassements, ben là on est sanctionné et la marchandise est détruite. Mais on n'a pas. Parce qu'on sait ce qu'on doit faire pour ne pas avoir de résidus ou être dans la loi. Voilà, qu'est-ce que ça donne alors? Un plateau. Je ne vais pas vous dire qu'on ne traite pas, c'est pas vrai. Ce sera un mensonge. Et non, c'est pas le but. Il y a des choses, on n'a pas besoin de traiter. Si on arrive à les faire sans traitement, on n'est pas stupide quand même. À un moment donné, nous, on est aussi en train de les manger. Moi, je travaille avec les produits de base, donc les produits... si je traite avec un produit de traitement, c'est moi le premier qui le touche. Donc moi j'ai un produit pur. Je n'ai pas l'air en mauvaise santé pour le moment encore. Donc quand même on réfléchit, c'est pas du n'importe quoi. En Suisse, la réglementation est très stricte sur l'utilisation des pesticides comme le Roundup, l'herbicide le plus vendu au monde. Les traces de résidus autorisés sont inférieures aux traces européennes admises et les méthodes de travail extrêmement exigeantes et très précises. Donc là, on met ce qu'on appelle des demi-doses. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre des doses complètes. Des demi-doses de quoi? D'herbicides. Simplement parce que comme c'est une culture rapide, l'herbe, nous on ne veut pas l'empêcher qu'elle vienne, on veut simplement la ralentir. Parce que en fait, comme c'est un produit qu'on va mettre qui est fait pour tuer l'herbe, mais si vous le mettez moins fort, elle va quand même venir, mais elle est un peu, comment on dirait, nanifiée. Et puis les plantes ne vont pas se prendre le dessus. Et vous verrez qu'il y a de l'herbe dessous, mais elle est toute petite. Donc ça, c'est aussi une solution qu'on a trouvée pour limiter l'impact des herbicides, parce qu'on sait que les herbicides sont un problème. Maintenant, c'est de nouveau la même chose. Si c'est bien appliqué, si c'est fait selon les règles qu'on doit faire, on ne va pas faire ça avant un orage. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui entrent en ligne de compte. Ça s'appelle le bien travailler, en fait. Logiquement, ce n'est pas un souci. Et puis, on sait quand même que les produits se dégradent avec le soleil et avec les bactéries du sol. Bon, ben, j'ai assez pour la commande. Vous me ramenez ça à la maison. Et puis cet après-midi, radici. On vous radie, ok? Alors ça marche. Bon appétit. Merci. Pour l'individu, pour l'humain, c'est pas prouvé aujourd'hui que manger bio est meilleur pour la santé. Quand on doit suivre des recommandations de santé pour l'alimentation, c'est pas une priorité en fait. Ça veut dire que si on est dans des objectifs de manger sain, il faut savoir faire des priorités. Si on a les moyens financiers, on peut aussi manger bio. Si on a une préoccupation essentielle pour l'environnement, on peut manger bio bien sûr, mais pour être en bonne santé, c'est pas absolument indispensable. Un message choc
à l'encontre de tout ce qu'on entend jusqu'à présent. Car si le bio n'est pas indispensable pour la santé, on ne connaît toujours pas les effets des pesticides avec les normes et les exigences suisses. L'Office fédéral de la santé publique se décide donc enfin et lance une étude l'année prochaine sur un échantillon de 1000 personnes entre 20 et 69 ans. Des études sur leur sang et leurs urines, avec un résultat en 2020. Dans le doute, le bio reste une valeur sûre. Avec le bio ou le sans gluten, on comprend bien la grande confusion autour du manger sain. Avec le courant vegan, c'est plus simple. Pour lutter contre l'exploitation des animaux, les véganes suppriment les protéines animales. Résultat, pas de viande, pas d'œufs, pas de fromage, aucun produit laitier, pas de miel. Avec cette même question, est-ce bon pour notre santé? Andonia est membre de l'association PEA pour l'égalité animale. Depuis le début de l'année, avec son food truck, elle tente une expérience tournée vers la découverte. Bonjour. Je vais prendre merci. un dessert chocolat. Merci. Il y a des bananes aussi, si jamais. Ça va comme ça? Merci. Super, merci. L'idée, c'était de faire découvrir la cuisine végane à des gens lambda. J'ai eu beaucoup de plaisir à étonner des gens justement avec des ingrédients dont ils n'ont pas forcément l'habitude ou bien certains desserts qui peuvent peut-être les surprendre. Ah, il n'y a pas de dessert sans gluten aujourd'hui, il y a juste le chili. Merci à toi. Je connais Andonia, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et puis parce que je mange vegan en fait depuis déjà 2 ans. C'est une conviction personnelle, ça fait partie de beaucoup de convictions, mais au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément, déjà par rapport au respect des animaux, mais aussi par rapport au respect de soi, par rapport à la santé. Je pense que c'est clairement meilleur de manger vegan pour son alimentation et sa santé. Il y a beaucoup de jugements, c'est un stéréotype maintenant, mais stéréotype ou non, ça fait du bien à l'environnement, c'est bon, ça réveille une conscience morale, je trouve, pour la société et c'est du positif. Merci. Quand on ne fait pas comme tout le monde, c'est souvent considéré comme quelque chose d'extrême de toute manière. Et peut-être que ça remet aussi en question des choses qu'on n'a pas forcément envie de savoir. Quand on est dans un supermarché, on a le confort, on va dire, de prendre de la viande, de prendre du poisson sans avoir à se salir les mains, on va dire. Donc finalement, c'est aussi une remise en question de son mode de vie d'avant, aussi de sa manière de consommer. Et peut-être que c'est peut-être plutôt ça qui fait peur et qui amène ce mot extrême finalement, parce qu'il n'y a rien d'extrême à tout ça. C'est dans leur maison au-dessus du lac de Neuchâtel qu'Andonia cuisine ses plats pour le food truck. Toute la famille est aujourd'hui végane, chien compris. Jonathan, son mari, a dû faire des efforts pour renoncer à l'entrecôte saignante. Pourquoi vous êtes devenu végane? Par amour pour ma femme. À l'époque, j'ai emménagé dans son appartement. Et par respect pour elle, je me suis dit que j'allais changer mon mode alimentaire pour pas, en guillemets, polluer sa cuisine avec de la viande. Et voilà la raison principale pourquoi je suis devenu végane. On dirait le chocolat là-dedans. Votre mari aurait pu rester carnivore? Je ne sais pas si j'aurais supporté. Parce que en fait, derrière ça, je vois tellement l'animal mort que du coup, je pense qu'embrasser quelqu'un qui a ce goût de cadavre ou comme ça, pour moi, ça serait difficile, je pense. Ouais. On ne dirait pas comme ça, mais derrière la cuisinière improvisée se cache la directrice des éditions L'Âge d'Homme à Lausanne. Le Joël Dicker sur l'affaire Kébert, c'est elle. Depuis, Andonia s'est lancée dans l'édition de livres de cuisine végane, car peut-on s'improviser végane du jour au lendemain? Il suffit vraiment de manger varié. Je pense que les gens se compliquent beaucoup la vie au niveau de l'alimentation, qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on consomme après spontanément. Moi, j'ai des envies de fruits, de certains légumes à certains moments. Je suis persuadée que c'est un lien avec des besoins réels que j'ai. Et ça, je l'ai découvert après quelques années de véganisme. Je n'avais jamais eu en fait ces sensations-là.
Et ça, j'ai trouvé intéressant. Attention à Boubou, parce que je crois qu'il a aussi envie d'un muffin. Oh là là. L'essentiel, je pense, c'est vraiment de varier, de manger assez de quantité. Ça, c'est important. Et puis, de se faire plaisir quand même. Le véganisme reste un régime alimentaire controversé. Certains médecins parlent même d'un régime dangereux. On se pose d'autant plus la question pour leur petit garçon, Beklan, un enfant né vegan. Il n'a jamais mangé aucun produit issu de l'exploitation animale ou d'origine animale. Donc pas de viande, pas de poisson, pas de beurre, pas de crème, Enfin, aucun dérivé évidemment de produits laitiers, et pas de miel et pas d'œufs. Donc pas de yaourt, pas de glace. Alors, des yaourts, des glaces, mais végétales. Oui, j'ai mangé que les glaces. Moi. Oui, t'aimes bien les glaces, oui. Il ne doit pas avoir un suivi particulier quand même pour des carences de vitamines, de B12, de choses comme ça. Il n'y a aucune carence spéciale qu'on peut avoir en tant que végane, plus que les omnivores en fait. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit plus carencé qu'aucun autre enfant. Parce que la B12, c'est quelque chose dont on parle beaucoup pour les véganes, mais en fait, c'est une carence qui est très répandue et qui est répandue très, très fréquemment aussi chez les omnivores. Mais lui, il est supplémenté en B12, donc là, il n'y a aucune raison d'avoir de carence. Et puis pour le reste, il y a bien assez de vitamines, au contraire, dans les fruits et les légumes. Et je pense qu'on a justement plus de vitamines en tant que végane qu'en tant qu'omnivore, puisqu'on consomme plus de produits vitaminés. Donc voilà, donc je pense que... Ça vous inquiète pas? Non, pas du tout. Moi, personnellement, comme je vois les choses, je pense pas qu'on ait la nécessité de consommer des produits animaux. Et la plupart des produits animaux sont des produits qui sont néfastes arrivés à haute dose, comme les œufs qui ont beaucoup de cholestérol, la viande rouge. Donc... Moi, je suis certain et convaincu que le fait qu'il ne mange pas de produits animaux sera meilleur pour sa santé que dans les légumes et dans les céréales. Il y a tout ce qu'il faut pour être en pleine forme. Donc, je m'en fais vraiment pas. Ça me paraît évident et logique. Quand il va aller à l'école, c'est-à-dire qu'il n'ira jamais manger à la cantine, des choses comme ça? Il n'ira pas à l'école parce qu'on lui fait les cours à la maison. Mais s'il avait été à l'école, effectivement, on lui aurait fait des Tupperware et puis on aurait fait en sorte qu'il soit vegan. Pour un enfant, une femme enceinte, c'est extrêmement dangereux. S'il n'y a plus de produits laitiers, il y a un risque au niveau du calcium. Et le calcium, ça peut créer de l'ostéopénie ou de l'ostéoporose, qui va créer une fragilité osseuse, donc un risque de fracture plus important. La vitamine B12, qui est essentiellement dans les produits animaux, intervient dans la production des globules rouges, donc dans l'équilibre sanguin. Si on n'a pas assez de B12, on a un risque d'anémie. L'anémie, c'est donc des globules rouges qui sont tout petits comme ça, et que ça se manifeste par une fatigue intense. Donc ça veut dire que la santé de quelqu'un qui serait végane peut être mise en danger par ça. Un régime alimentaire dangereux pour certains médecins, alors que d'autres en font l'éloge. Ce qui trouble davantage dans le véganisme, c'est d'adopter une alimentation qui nécessite des soins, comme des compléments de vitamine B12. Et si le petit Beklan est l'un des premiers bébés véganes en Suisse, il n'est sûrement pas le dernier. Résultat, on trouve 4 fois plus de produits qu'il y a 5 ans. Du corn, du soja, du tofu pour remplacer la viande ou le poisson. Mais est-ce vraiment plus sain? Clairement, on est dans l'illusion du manger sain, puisque c'est une saucisse, pour être une saucisse, doit contenir de la matière grasse et du sel, qu'elle soit végétale ou animale. Elles auront une composition qui est assez proche. Et puis même dans le cas de certains produits, on a vu que la version végétale était même plus grasse ou plus salée que la version carnée. Donc en fait, si on veut manger plus sainement, on doit peut-être simplement éviter les produits qui sont industriels ou très transformés, comme ceux qui sont ici, qu'ils soient carnés ou non carnés. Quel intérêt, d'après vous, pour l'agroalimentaire de vendre des faux bâtonnets de poisson qui sentent le poisson et qui ressemblent à du poisson? Je pense que l'intérêt, c'est juste commercial, en fait. C'est pour répondre, eux diront, pour répondre à la demande du consommateur. Je pense que c'est une question simplement d'argent, quoi, de vendre un produit qui peut paraître intéressant
pour certains types de consommateurs. Alors en quoi il serait intéressant celui-ci? Ça, c'est juste pour éviter d'avoir tué du poisson. Mais au niveau santé, clairement, on n'a pas de bénéfice. Plutôt même, on a moins d'intérêt. Parce que, par exemple, ce produit ne contient pas les fameuses oméga 3 qu'on trouve dans le poisson et dont parfois on manque. Les véganes purs et durs ne sont pas friands de ce genre de produits. Ils s'adressent plutôt aux carnivores occasionnels, à 2 doigts de basculer vers le véganisme. Car les anthropologues sont formels, il s'agit davantage d'un changement de société plutôt que d'une mode alimentaire. Nous serons bientôt 8 milliards sur la planète à l'horizon 2030. Il faudra bien revoir notre manière de manger. Le véganisme en serait la première manifestation. Détendre tout le système nerveux. Ce qu'on fait d'habitude. Manger sain dans un esprit sain, spiritualité et nourriture ont toujours été intimement liées. Amy, pourquoi vous faites du yoga? Pour vivre dans mon corps. Apprendre à connaître les limites de mon corps et tout le bien-être qui s'y trouve. C'est un lien avec la nourriture crue? Oui. Okay. C'est une manière d'habiter son corps. L'alimentation, c'est la base. Si je me nourrissais pas purement, je ne ressentirais pas ce qui se passe dans mon corps. La digestion, toutes les maladies, tous les inconforts qu'on peut avoir quand on ne mange pas correctement m'empêcheraient de sentir mon corps à 100%, à 200%. Après, il faut bouger pour l'activer. Dans la conscience et la respiration. On appelle ça le sang vert. Donc quand on boit un jus vert ou quand on boit un jus d'herbe de blé, on est en train d'oxygéner son sang et on nettoie son sang. Le plus il y a cette pigmentation verte, le plus il y a la présence de la... Amy Webster l'a bien compris. Au summum des régimes sains, elle vante les mérites de la cuisine crue et des jus de légumes. Le principe est simple, boire des jus afin de purifier son corps, manger cru pour conserver les vitamines, rien d'autre pendant au moins une semaine. L'alimentation crue, on a commencé à en parler dans les années 80 déjà, mais c'était qu'en Californie. Donc, vous voyez, ça fait quand même 37 ans qu'il y a une certaine partie de la population qui s'y intéresse. Et je peux vous dire qu'en 10 ans, moi, j'étais une exception, mais vraiment une exception qui allait complètement à contre-courant il y a 11 ans. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens qui viennent à mes cours ou qui suivent mes cours en ligne et qui me posent des questions, ils sont déjà au courant de ce que c'est. Quelqu'un les a envoyés, ils ont rencontré quelqu'un qui le pratique. Enfin, c'est en train de faire effet boule de neige. Et c'est pas pour rien, c'est parce que la fondation, elle est solide. Il y a vraiment des choses à découvrir là derrière. Maintenant, c'est pas forcément pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont pas prêts à faire ce genre de travail. Et je dirais que décider de changer son alimentation pour changer sa vie, c'est aussi intimement lié à la capacité qu'on a à l'intérieur de nous remettre en question, de changer certaines choses, d'être prêt à faire face à des choses qui ne sont pas toujours faciles, parce que les émotions ressortent. C'est un chemin vers soi. Santé. Un chemin qui passe d'abord par Morges et la cuisine familiale d'Amy. Les avis vont être partagés. 220 francs pour le cours de 6 heures. Les femmes en raffolent. Le concept fait un tabac. Parce que c'est un goût assez relevé, c'est agréable si vous aimez le goût de la menthe. Ou bien carrément à mettre des... Qu'est-ce qui vous a amené au cru? À la base, c'était pour perdre du poids. Ouais, vraiment, parce que j'avais essayé beaucoup de régimes et j'étais un peu perdue avec ça. Et avec ma fille, on a été au Veggie World à Lyon. C'est là que j'ai rencontré une dame qui m'a parlé du cru. Et le lendemain, je m'y suis mise. Voilà. Mais maintenant, c'est en dehors de perdre du poids, c'est vraiment de se sentir beaucoup mieux. Ouais, beaucoup plus d'énergie. Et puis manger vivant, ça m'a permis aussi de me ressourcer.
Je digère mieux, j'ai beaucoup moins de problèmes. J'avais pas des problèmes de santé graves, mais j'avais j'étais pas à l'aise, quoi. J'avais vraiment des ballonnements. Enfin, j'étais en plein surpoids, j'avais des kilos trop, et je les ai perdus presque sans m'en rendre compte, quoi. Vraiment. Puis j'arrive à stabiliser. Enfin, Je suis tombée sur un article d'un des précurseurs, Norman Walker, qui a écrit 4 livres. J'ai lu les 4 livres à la suite. Et là, on en comprend vraiment. C'est un médecin, donc il explique physiologiquement tout comment le corps fonctionne par rapport à ce qu'on ingère, justement. Et là, ça devient clair comme de l'eau de source. Vraiment, je crois que... Mais lui était très strict. Hein. Il avait un régime vraiment que des jus, les crudités, les jus verts. Et les gens se sont rétablis. Ah oui, complètement. Et les irrigations coloniques. Irrigation colonique. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va dire. Alors ça, Christine, ça peut être quelque chose. Si vous êtes encore en phase de vouloir vraiment nettoyer pour faire en sorte que la maladie ne reprenne pas. Des jus, pas seulement pour purifier. Amy Webster va plus loin. Avec son régime alimentaire vendu 300 francs sur Internet, elle affirme soigner des maladies graves. Celui-là, il n'a pas de céleri parce que j'en avais plus. La science, c'est quelque chose de tellement... souvent, je dirais, qui est déconnecté de la réalité, parce qu'on on fait des choses en laboratoire, on teste les choses dans des conditions qui ne sont pas les conditions de la réalité, de la nature. Pour moi, ce qui parle beaucoup plus, c'est l'effet sur chacun. Les gens ont guéri de maladies graves. Des gens ont réussi à perdre du poids, enfin digérer mieux, enfin retrouver un sommeil réparateur. Pour moi, c'est ça qui compte. Ça compte plus que tout le reste. Il y a même des médecins comme le professeur Henri Joyeux qui ont failli être mis à banc du corps médical parce qu'il disait « vous pouvez soigner votre cancer avec votre alimentation ». C'est évident que c'est un message qui déplaît à beaucoup de gens, qui déplaît à la médecine, qui déplaît à l'agroalimentaire. Et c'est clair et net qu'il y a énormément d'argent en jeu et d'énormément de boucliers qui vont se lever. C'est pas un peu risqué de dire ok, je me lance pas dans une chimio, je vais essayer la nourriture crue? Est-ce que c'est pas dangereux? Alors on pourrait dire non, pour moi c'est pas dangereux, risqué certes. Je pense que c'est à chacun qui revient ce genre de décision. Hein. C'est clair, c'est très difficile de dire non à une blouse blanche aujourd'hui encore. K-Y-O-C-E-R-A. Si moi demain j'ai été diagnostiquée avec un cancer, c'est évident que avant de passer à la chimio, j'essaierai de mettre en œuvre tous les éléments, tous les outils que j'ai en main. Soigner le cancer par des jus, le discours n'est pas isolé. Le message est largement répandu sur le web. Moi, qu'est-ce que je ferais si j'avais un cancer? Bah ouais, je me mettrais à consommer une surabondance de produits qui vont apporter directement au niveau de la cellule les meilleurs produits antioxydants, les meilleures vitamines, les meilleurs minéraux. Et ça, tu vas les trouver dans les fruits et les légumes crus. Est-ce que tu te sens mieux au soleil? Le plus connu sur YouTube, c'est le français Thierry Casasnovas, 8 millions de vues sur certains clips. Par exemple, amandes, bananes, cacao. En fait, on a commencé à peu près en même temps, lui et moi, avec des styles très différents et des propos assez différents, mais dans le fond, c'est le même message. Le message, c'est guérissez-vous par vous-même. J'admire ce qu'il fait, avec un style très différent, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui ne l'apprécient pas à sa juste valeur, et il a une personnalité qui peut un peu repousser, hein. Mais je pense qu'il a décidé, lui, d'être comme un guerrier de la santé. Il a décidé qu'il fallait y aller, il fallait dire les choses telles qu'elles sont, il faut arrêter de se mettre des œillères. Il est très très suivi, hein, Thierry, donc c'est pas des bêtises qu'il raconte. Non, ça a son poids et sa valeur. Nous avons voulu en savoir plus sur ce Thierry Casasnovas et nous sommes tombés sur cette vidéo hallucinante dans laquelle il répond au courrier des internautes. Un homme amputé d'un bras lui demande si la repousse est possible avec une cure de jus. Alors, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Évidemment. Évidemment, oui. Alors, ça, c'est théoriquement possible. Est-ce que c'est pratiquement fréquent? Non. Sur le plan naturel, c'est pas pratiquement fréquent. Pourquoi? Parce que pour faire des cellules souches, tu en as en permanence dans ton organisme. Hein. Tu as tout le programme pour reconstruire un bras, donc il n'y a aucune raison que le bras ne se reconstruise pas. Sauf qu'il faut une énergie nerveuse. Tu me parles particulièrement d'homéostasie pour stimuler jus de fruits et de légumes. Moi, je te dirais qu'il te faut une énergie nerveuse colossale, hein, pour reconstruire un bras. L'homéostasie,
C'est un principe qui est propre à tous les êtres vivants, qui dit que... Après plusieurs échanges, Thierry Casasnovas annule notre rendez-vous et pour cause. Il est depuis longtemps dans le collimateur de la Mivilude en France, la commission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Voici sa position. De tels discours et assertions diffusés sur la toile mondiale peuvent être d'une efficacité redoutable dans le processus de manipulation et de déstabilisation mentale. Elles peuvent inciter des personnes malades à rejeter tout traitement conventionnel, ce qui constitue un risque de perte de chances de guérison, juridiquement répréhensible. Toutes ces vidéos, ces régimes, ces vrais faux conseils trouvés sur le net pour manger sain et se sentir mieux peuvent faire de gros dégâts auprès des plus fragiles et des plus jeunes. Charlotte ne vit pas ses 20 ans comme toutes les filles de son âge parce que manger lui fait peur. Charlotte est pourtant une jeune femme brillante, une enfance heureuse dans le Jura, entourée de la smala familiale, des études commerciales à Genève, elle aime la danse et la musique, elle a tout pour être heureuse. Sauf que Charlotte lutte contre une maladie psychiatrique, l'orthorexie, l'obsession extrême du manger sain. Quand je suis à l'école 2 fois par semaine, avec mes amis, on va à Balexer. Et elles ont toute l'habitude d'acheter soit à la Migros, soit à McDonald's. Mais moi, j'ai toujours mon tupper avec moi. Pour aujourd'hui, je me suis fait du riz complet avec des carottes et j'ai cuit des haricots noirs. Je pèse toujours mes aliments, donc savoir combien de riz exactement j'ai, combien de haricots j'ai. Et je veille aussi à ne pas mettre de matière grasse comme de l'huile, par exemple. Quand on me propose ce soir on va manger une pizza, si j'ai pas été préparée et si j'ai déjà quelque chose d'autre prévu le reste de la semaine, ça va être compliqué pour moi d'accepter cette offre et du coup je passe à côté de plein de choses. Juste quand vous dites si on va au restaurant manger une pizza, il faut que je le sache avant. Mais pourquoi faire? C'est sûr que si je le sais, les jours d'avant, je vais vraiment faire bien attention à ce que je mange. Je ne vais pas me permettre de petites sucreries. Je vais faire peut-être un peu plus de sport. Je vais vraiment veiller à ce que mes repas d'avant soient très très sains. Donc pas de sel du tout, pas de sucre raffiné. Vraiment les choses naturelles. C'est-à-dire que vous allez vous priver un peu plus avant de pouvoir aller manger cette pizza? Donc pas forcément en termes de quantité, mais en termes de qualité des aliments, oui. Quand on a 20 ans Oui, non, c'est sûr que c'est quand même, je trouve, un peu triste d'un côté. Et c'est pour ça que j'aimerais pouvoir un peu travailler sur cette flexibilité sans passer à un extrême où je mange que de la nourriture malsaine, mais juste avoir un peu plus de flexibilité pour pouvoir justement vivre un peu les choses de mon âge. La maladie ne s'est pas déclarée par hasard. À 11 ans, Charlotte commence son premier régime influencée par les images de mode et les conseils des stars sur le net. Une spirale tristement banale qui la plonge dans l'anorexie. C'est grâce à Internet que j'ai trouvé mon premier régime alimentaire, donc celui que j'avais fait pour perdre du poids. Et ensuite, sur Internet, il y a énormément de réseaux sociaux, il y a énormément de fausses informations. Et bien moi, j'étais jeune, donc j'étais quand même assez naïve. On croit vite, on voit des photos avant, après, on en voit. C'est bourré de ça sur Internet. Et sur les réseaux sociaux, toutes les stars qui font la promotion de certains aliments, d'autres pas. Et puis, ils se contredisent tous au final entre eux. Et j'ai été vraiment très absorbée là-dedans et j'ai commencé à... C'était ma Bible au final. D'abord, on élimine le chocolat, donc les parents se disent c'est peut-être pas plus mal. Sauf qu'après, on commence à éliminer les féculents, les protéines, les graisses, et on garde juste le strict minimum. Donc vous avez perdu beaucoup de poids, j'imagine. Oui. Vous pesiez combien? À mon plus bas, j'ai été à 36, je crois. On perd pas seulement des kilos, on perd des amis, on perd beaucoup de joie, on perd de l'énergie.
on mange plus, on est complètement obsédé par la balance et on voit plus ce qui se passe autour de nous. On devient un peu, je pense, quelqu'un d'autre en fait au final. Il y a un moment où clairement j'en pouvais plus. C'est pour ça d'ailleurs que l'hospitalisation s'est mise en route. Parce que j'ai clairement dit que je continuais pas comme ça. C'est-à-dire ? J'ai clairement, au téléphone, j'ai clairement dit que si ça continue, moi je voulais me suicider et que voilà. Ils ont dû venir me chercher en urgence à mon lycée, etc. Charlotte est tout de suite très entourée par ses parents et par des spécialistes. Aujourd'hui encore, elle maintient les consultations avec son médecin. Chaque jour est un combat pour accepter un aliment mauvais. J'ai eu un peu une fin de semaine compliquée parce que justement j'ai essayé d'introduire certains aliments qui me faisaient peur dans la vie de tous les jours. Le dernier aliment avec lequel vous avez fait ça, c'était quoi? C'était le pain. Ok. C'était le pain. C'est un pain précis, acheté dans un endroit précis? Alors bon, déjà le pain blanc, j'ai très très peur. Donc il ne faudrait pas commencer par le pain blanc? Non. Tandis qu'avec du pain, je pense peut-être complet, qui vient de la boulangerie, donc qui est plus frais, ça serait pour moi plus envisageable. Donc vous êtes dans l'habitude, désensibiliser, moins peur, vous sentez libre? Pas tout à fait. Pas tout à fait encore, non. On est en train de se rendre compte, nous, dans les professionnels de la santé spécialisés des troubles alimentaires, que l'obsession de manger sain est un des facteurs nouveaux de développer des troubles alimentaires. Ça veut dire qu'avant, il fallait être mince, donc je réduisais et je contrôlais mon alimentation. Aujourd'hui, il faut manger sain, donc je réduis et je contrôle mon alimentation. Charlotte retourne chaque week-end dans son Jura natal, sa bulle de survie. Sa famille a subi de plein fouet ses problèmes alimentaires. Tous ont dû apprendre le lâcher-prise sur cette maladie tellement incompréhensible. Attends. C'est le rapprochement est-ouest. De quoi? Bah ça. Mais quand même un peu de mayonnaise. En tant qu'homme, on est peut-être un peu plus... on a plus de peine à accepter le fait que ça se passe parce que très rapidement, je me suis rendu compte que, bah oui, il y a un problème. Mais c'est... comment en tant que père, en tant que père, on peut admettre qu'un de ses enfants est en danger de mort par rapport à une maladie, quoi, par rapport à un problème alimentaire. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, ça va bien. Mais c'est vrai que ce qui reste, c'est l'impression d'être sur ce fil et puis que tout à coup, ça peut casser. Mais on apprécie peut-être d'autant plus d'être sur ce fil en équilibre. Voilà. Bien sûr que tout est fragile, bien sûr qu'il faudra du temps. Charlotte est aujourd'hui végane, encore et toujours une forme de restriction alimentaire. Après, moi, voilà, pour moi, le véganisme, ça reste un... Il y a quelque chose d'extrême, quoi. Après, je pense que j'ai l'impression que si j'avais pas eu de problème avant d'anorexie et que j'étais devenue végane, ça devrait peut-être poser moins de problème parce que toi, tu me dis quand même que c'est de la restriction au final. C'est toujours de la restriction, moins dangereuse, mais ça reste. Et je pense que c'est ça qui te pose problème. Oui, absolument. Parce que si c'était un des garçons là qui venait, je pense pas que tu aurais autant de... Je vois pas le lien avec les garçons, quoi. Non, mais avec quelqu'un, si j'avais pas eu mes problèmes, quoi. Ouais. Toi, tu penses que c'est plus de la restriction. Ben oui, c'est une des conséquences de la maladie. Voilà, mais si j'avais pas eu ça, peut-être que tu te poserais moins de questions. Probablement. Voilà, Probablement. c'est ça que je dis. Et que si c'était un des garçons qui n'avait pas eu de problème qui devenait vegan. Absolument. Pour moi, le compromis idéal, mais ça c'est juste pour moi, ça serait que tu reviennes un tout petit peu aux produits laitiers, au moins ça. Au moins ça. Ouais. Un bon bout de fromage. Oh. Moi, j'ai jamais aimé le fromage. Ah non. Des œufs au plat. Non, ça c'est Florent qui aime. Le rösti puis les œufs au plat, c'est pas moi. Ah ouais, avec du bon saindoux. Que faut-il penser de toutes ces modes alimentaires et de ces régimes extrêmes qui nous promettent une vie meilleure,
alors que l'homme occidental n'a jamais été en aussi bonne santé. N'est-ce pas là la manifestation d'un monde qui nous échappe? Et si nous revenions à plus de bon sens, comme par exemple manger de tout, un peu, 2 fois, juste pour le plaisir?